Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une partie de Sword and Sorcery, les âmes immortelles. Alors on va commencer par une première vidéo de mise en place du jeu. Je vais expliquer comment est-ce qu'on fait une mise en place sur le prologue de Sword and Sorcery, et après on fera une petite coupure et on repartira après sur la partie en elle-même pour pouvoir jouer avec les différentes équipes et les différents personnages que je vous présenterai en début de chaque vidéo, parce que du coup, il va y avoir les vidéos vont essayer de sortir par 3. On va voir un peu comment je vais pouvoir faire. Mais grosso modo, il y a 9 personnages, 5 dans la boîte de base, 4 que j'ai acheté après, 4 d'extension, ça fait 9. Et ben, on va faire 3 équipes de 3. Sachant que les 2 premières équipes ont déjà été déterminées plus ou moins par les commentaires sur la première vidéo où je présentais Sword and Sorcery. La dernière équipe va être que les personnages de la boîte de base. Donc la première équipe, ça va être en théorie, non, c'est même en théorie, ça va être Volcor, associé à Onamar. Alors il est où, lui, Onamar, il est où? Que je trouve mon petit Onamar. Le voilà, le nécromancien. Volcor en cœur de dragon qui va tanker, Onamar en nécromancien et Shae en voleuse. En assassin, pardon, pour faire du dégât. Première équipe. Deuxième équipe, nous allons avoir Laegon en archer. Nous allons avoir Victoria en pirate pour faire du soutien et un peu de dégâts. Et donc lui en archer pour faire du dégât. Et nous allons avoir Simaria. C'est ça, si je ne m'abuse pas de son petit nom. Simaria. Voilà, en tank, qui sera chaman. Qui va également tanker, Samiria, pardon, qui va tanker et qui va essayer de faire du soin. Et enfin, la dernière équipe va être que des personnages de base. Donc, dernière équipe, nous allons avoir... où est-ce qu'elle est passée? Nous allons avoir Torgar, le nain, en clair, Icarius en tank, Icarius en chevalier de la rose blanche, et en tank, et... mince, j'ai pas eu ton nom à toi. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Auriel. Auriel en mage, en ensorceleuse. Ah, je me rappelle plus quel est son profil à cette petite cocotte. Auriel, elle va être... pas ensorceleuse, non, du coup ensorceleuse, non. Enchanteresse, pardon, voilà, côté chaotique, pour faire du dégât. Voilà. Donc ça va être un peu les personnages que vous allez voir évoluer au fur et à mesure des différents épisodes et différentes campagnes de ces différentes parties de Sword and Sorcery. Alors est-ce que je vais aller au bout de la campagne? Je ne sais pas trop, dans le sens où ça fait quand même, il y a quand même 6 ou 7 scénarios par 5 ou 6 scénarios, je crois, par campagne, avec 3 équipes. Voilà, ça fait quand même pas mal de vidéos. Donc je ferai sûrement en tout cas le prologue avec les 3 équipes, ça c'est sûr. Donc j'en fais 3 fois la même partie, mais du coup avec des configurations d'équipes différentes, donc pour vous montrer un peu les mécanismes de jeu, les mécanismes des différents personnages. Et moi aussi, parce que autant les personnages de base je les connais, autant les personnages des extensions, Volcor, Onamar, c'est ça. Victoria et Simaria, je ne les connais pas. Voilà, donc ça va être la découverte. Tout simplement. Alors, je dis que je ne les connais pas. Victoria et Samira, je les connais un petit peu parce que j'ai déjà tenté de vous faire une vidéo d'environ... j'en étais à 2h30 de partie. Et en fait, ça m'a gonflé, j'ai tout effacé. Parce que la partie, ça n'avançait pas. Et puis le timer de jeu s'écroulait. Je n'avançais pas dans la quête. C'était inintéressant. Je prenais aucun plaisir à jouer. Donc, vous, à aucun plaisir à regarder également. Les jets de dés étaient plus que pourris, mais quand je dis plus que pourris, c'était une catastrophe, quoi. Donc du coup, j'ai préféré tout effacer, tout simplement pour refaire repartir sur des bases saines, on va dire, et recommencer. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par une comment faire une mise en place de ce jeu-là, et puis après on partira sur la présentation des personnages, des équipes et le choix des caractéristiques. Voilà. Mais au départ, on va faire une petite vidéo de mise en place d'une partie. Alors, je vous reprends juste après. Bon, voilà. Alors, du coup, pour la mise en place du prologue, c'est assez simple. Hein, j'ai mis en place les tuiles. Alors, elles ne sont pas forcément dans ce sens-là, mais moi, ça me fait plus de place pour mettre les personnages et tout. Donc, vous prenez le livre des comptes, tout simplement.
voilà, moi, qui vous explique un petit peu les ennemis, la pioche, que c'est les cartes événements, les différents mots-clés, différents icônes. Bon, rien de vraiment très sorcier. Bon, une fois que tu t'enquilles les 50 pages du livre des règles, tu t'attaques à ça, mais ça se fait sans trop de problèmes. Ça t'explique que tu peux jouer en mode campagne, que tu peux adapter la difficulté, que tu peux jouer en mode solo les différentes quêtes. Et après, bah, tu passes au prologue, qui est la quête numéro 1. Donc déjà, tu commences donc partie de gauche, partie de droite, partie de gauche. On te dit de générer la pioche ennemie. Donc tu déroules hein, simplement avec donc 2 diablotins verts, 2 diablotins bleus. Donc tu vas récupérer tes cartes qui sont là, qui sont... oh là, mince, c'est encore des faits ça. Hop. Tac, tu vas récupérer les cartes qui sont ici. Donc là, les cartes, ça c'est quoi? Ça, ce sont les cartes ennemies, parfait. Donc tu prends les cartes ennemies, hop, donc tu les tries. Donc là, j'ai les ennemis, là, j'ai le pouvoir des ennemis, là, j'ai les rencontres. Donc ça, tout ça, ça va être le deck de gestion des ennemis. Donc les cartes rencontres, tu les prends toutes. Les cartes pouvoir ennemies, tu les prends toutes également. Et les cartes ennemies, celles-là, tu ne prends que celles qui sont indiquées par le livre des comptes. Donc du coup, on te dit de prendre les 2 diablotins verts et 2 diablotins bleus. Donc tu vas chercher dans le bleu, tu prends les diablotins. Donc un diablotin, un diablotin. Voilà. Alors, attention par contre avec l'ordre de diablotins. Hein, ce qui arrive plus tard dans le jeu, c'est qu'une horde de diablotins, c'est 2 diablotins. Sachant que tu as 2 cartes bleues hors de diablotins, je crois. Donc tu peux avoir 4... non, tu n'en as qu'une horde de diablotins. Ah, tu as peut-être qu'une carte hors de diablotin. Oui. Enfin, grosso modo, tu peux te retrouver pas mal de diablotins sur la carte, parce que tu peux avoir donc une horde, c'est 2 diablotins, voilà, qui sont un peu plus puissants que les diablotins de base. Mais voilà. Et également 2 diablotins verts. Voilà, donc tu prends ça. Les autres, tu les ranges, tu la mets dans la boîte, tu n'en as plus besoin. Voilà. Tu les mélanges. Et ça forme ta pioche d'ennemis. Voilà, que tu vas mettre à un endroit, par exemple là sur le côté. On va les mettre là, les pioches ennemies. Tiens, tout ce qui est ennemi, on va le mettre là. Parce qu'en fait, j'ai besoin de la place devant pour mettre les trucs de personnages. Les cartes rencontres, bah, tu vas les prendre aussi. Les cartes rencontres sont des cartes que tu vas tirer à chaque phase de jeu. À chaque fin de phase de joueur, voilà, pardon. S'il y a des ennemis en jeu qui sont apparus, tu tires une carte rencontre. S'il n'y a pas d'ennemis, tu ne tires pas de carte rencontre. Voilà. Et du coup, bah, ça va faire déplacer les ennemis. Là, typiquement, ça va dire que tous les ennemis de type F, donc F c'est pour la foi, sont activés. Sinon, le héros actif doit pivoter en arrière un de ses pouvoirs de un sablier. Voilà, donc les pouvoirs, ils ont un système de recharge basé à base de sablier. Et du coup, ça te dit qu'un pouvoir qui est en train d'être rechargé, s'il n'est pas rechargé à fond, tu retires, tu le fais reculer de 1 dans sa recharge. Voilà, tu as différentes rencontres qui sont comme ça. Et tu as des pouvoirs ennemis. Des pouvoirs ennemis. Des ennemis bleus peuvent arriver... Alors, tu prends un ennemi bleu, voilà, un ennemi qui a ce symbole-là, c'est un ennemi qui va arriver, quand tu vas le tirer, tu vas tirer une carte pouvoir. Donc c'est un ennemi un peu plus puissant que les autres. Donc les diablotins verts n'ont pas de pouvoir, un des 2 diablotins a un pouvoir. Bon, donc c'est des cartes pouvoir qui vont lui octroyer des petits bonus. Alors attention, tu as 1, 2, ça c'est en fonction du numéro de l'acte dans lequel tu es. Les âmes immortelles, c'est l'acte 1, donc tu t'en réfères uniquement au 1. Hein, voilà. Donc à chaque phase de préparation, par exemple, il va se soigner. Là, s'il inflige des dégâts avec ses armes, attention, uniquement avec ses armes, pas avec d'autres effets, il se soigne de blessures. Tous les attaques contre certains ennemis font moins une touche, voilà, etc., etc. Donc du coup, ça va être un ennemi qui va être boosté, qui va avoir des pouvoirs. De la même façon, un ennemi vert ou bleu, quand il arrive à vaincre un des héros, donc quand il tue un héros, le héros passe en mode fantôme, et bien ce monstre-là gagne un pouvoir. S'il n'en a pas déjà 2. Voilà, s'il en a 2, il ne gagne pas de pouvoir. S'il en a déjà 2, il n'en gagne pas. S'il a moins de 2 pouvoirs, il en gagne un. S'il n'en a pas, il n'en gagne pas. Également, nous allons récupérer... Du coup, ça, c'est les feuilles de personnages, mais nous allons récupérer également leurs feuilles de comportement. Et voilà. Donc, ce sont ces feuilles de comportement. Le diablotin, voilà. Bleu et vert. Ils ont des comportements, donc on va regarder étudier un petit peu la fiche, là, rapidement. Donc, c'est un ennemi de type dextérité, D pour les deux. Alors, il y a un petit point en haut, là. C'est-à-dire que quand tu vas acheter si tu as déjà les autres jeux de la série qui sont en anglais et pas encore sortis en français, et que tu veux renouveler un peu ton expérience de jeu, tu peux remplacer des ennemis, ceux qui ont un petit point, par d'autres ennemis qui ont un petit point ici. Tu vois, je dis une bêtise, mais si tu as des ennemis de niveau 1 dans l'acte 2, ou je ne sais plus exactement, le portail Zarkhan, alors je ne sais plus comment il s'appelle, le truc qui est juste après,
que tu as des ennemis de niveau 1, bah, tu peux, au lieu de mettre des diablotins, bah, tu mets ça à la place. Voilà, donc du coup, ça te fait le prologue, mais avec d'autres ennemis. Ça peut être rigolo. Que voit-on donc? Ce sont des ennemis de type dextérité. Le dé de dextérité. Donc, quand on va tirer une carte rencontre qui te dit activer tous les ennemis de type dextérité, bah, eux vont s'activer. Voilà. On voit ici les petits crocs là, qui ont une pièce d'or, c'est que ça va déterminer la cible prioritaire préférentielle de l'ennemi. Donc le diablotin va aller cibler en priorité des personnages, celui qui a le plus d'or. Voilà. Donc il y a un ordre de priorité. De mémoire, donc tu fais ça. Après, tu fais, en cas d'égalité, tu suis un autre schéma de priorité. Donc c'est celui qui a le plus de blessures, celui qui a le moins de points de vie restants. Et après, je ne me rappelle plus quel est le troisième. Faut que je regarde dans les règles. Dans les règles, c'est marqué page. C'est marqué où ça? Je l'ai vu. Tika-tika-touk. Ouais, la notion de priorité des ennemis. Voilà. Le plus de blessures, le moins de points de vie et le plus proche en zone de distance. Et après, si après tout ça, il y a des égalités, c'est le joueur qui contrôle l'ennemi qui choisit. Voilà. Parce qu'effectivement, quand un ennemi va être pioché, c'est un joueur qui va le contrôler. C'est pas le même joueur qui va contrôler tous les ennemis, de façon à partager un peu le travail sur la table de jeu. Donc quand tu pioches un ennemi, quand c'est ton tour, bah, l'ennemi, si tu n'en as pas, il t'est attribué pour que tu le contrôles. Si tu pioches un autre ennemi qui est d'une autre couleur, il va aller au joueur suivant. Voilà, donc si moi je suis avec un personnage, je pioche le diablotin vert et que j'en ai pas devant moi d'ennemis à gérer, ben je vais gérer pour ce tour-là, jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis les diablotins verts. Après, on demande de tirer un autre ennemi, si je tombe sur un diablotin bleu, ben c'est le joueur qui est à ma gauche qui va gérer le diablotin bleu. Et si je retire un autre diablotin vert, comme c'est moi qui gère le premier diablotin vert, ben je vais devoir gérer le deuxième en même temps. Voilà, du coup, ça implique pourquoi il n'y a qu'une seule carte événement, une seule carte de comportement, pardon. Ça veut dire que c'est chaque joueur va gérer un pool d'ennemis à un moment donné, quoi. Dès qu'il n'y a plus de diablotin vert, tu mets tout à la défausse. Et puis si jamais tu en retires, bah, du coup tu peux très bien le tour d'après gérer les bleus s'il n'y avait plus de bleus. Enfin voilà, donc ça permet de tourner et ça permet de faire en sorte qu'à chaque tour d'ennemi, les joueurs ne soient pas passifs. Voilà. Donc gérer dans CD, etc. On regarde un peu comment elle marche. Donc bon, c'est à peu près le même principe sur les deux trucs. Donc là, séparé par ça, tu as, alors c'est important la séparation, séparé par ça, tu as ces différents comportements en fonction de la présence d'ennemis dans sa zone. Donc là, c'est une zone à 0, donc la zone dans laquelle il se trouve, une zone à 1 ou à 2, 3 ou à 4, et alors si c'est plus que ça. Donc il attaque avec griffe, si jamais il est au contact, il est engagé avec un ennemi dans sa propre zone, il attaque avec griffe. Griffe, qu'est-ce que c'est? Tu t'en réfères en bas, il lance 2 dés rouges. Le griffe du diablotin bleu, il lance 2 dés rouges, mais par exemple, tu as un malus de moins 1 d'armure, donc il te retire 1 d'armure. Si jamais il a 1 ou 2, il se déplace et il attaque avec griffe. Le diablotin bleu, lui, par contre, c'est 1, 2, 3, il se déplace pour engager, il attaque avec griffe. 4, il attaque 2 fois avec pierre, il se déplace d'une zone. Donc pierre, c'est qu'il fait une première fois 2 touches, une deuxième fois 2 touches. Tandis que le diablotin vert, 3 et 4, il attaque avec pierre, donc il fait juste ça, et il se déplace de 2 zones. Et si c'est plus, il va avancer de 2 zones vers le joueur le plus proche. Voilà, il va pas forcément engager, mais au moins il va se déplacer. Et puis après, tu as des passifs, on va dire. Donc là, si jamais il attaque, donc ils ont à peu près le même, à quelque chose près. Donc si jamais les diablotins ils attaquent, c'est l'icône de l'attaque, il attaque avec griffe, donc son attaque principale, et qu'il affiche des dégâts. On défausse au hasard une pièce de l'inventaire du héros ciblée ou s'il est vide de la zone ciblée. Donc les pièces d'or, tu en prends une et hop, tu la défausses. Donc l'argent que tu as gagné, les diablotins vont venir te les voler. Pareil pour le diablotin bleu. Le diablotin bleu, s'il est en meute, donc c'est-à-dire que s'il contrôle la zone, les attaques avec griffe affichent plus une touche. Alors je ne sais pas si j'avais expliqué la notion de contrôle de zone, mais grosso modo, si un camp est en supériorité numérique, il contrôle la zone. Voilà, donc si jamais j'ai 2 héros et 3 ennemis, les ennemis contrôlent la zone. Si j'ai 2 héros et 1 ennemi, les héros contrôlent la zone. Voilà. Et tu as la notion qui est au-dessus, la notion qui est de domination. Donc la notion de contrôle, là, tu en reparles par là. La notion de domination, c'est quand tu as le double ou plus de figurines d'un côté ou de l'autre. Donc si jamais j'ai 2 héros, 4 ennemis, les ennemis dominent la zone, donc ça veut dire qu'ils vont dominer la zone, qu'ils vont avoir automatiquement plus une touche quand tu domines une zone. Et à l'inverse, si les héros sont 2 et qu'il y a un ennemi, par exemple, on est le double ou plus, on est 2 contre 1 ou 3 contre 1, ça marche aussi. Donc du coup, là, ce sont les héros qui vont dominer la zone, et donc les héros vont avoir plus une touche. Voilà. Etc.
Mais j'en parlerai au fur et à mesure de la partie. Pardon. Et puis tu as des icônes, donc là c'est à peu près tout pour le diablotin vert. Tu as juste ça, quand on demande d'activer son pouvoir là, pour les cartes de rencontre, bah, ça te dit, hop, tu l'actives la nuit tout simplement. Par contre, lui, tu vois qu'il a un truc en plus, il a un petit passif de défense. Si cet ennemi subit des dégâts, donc si tu infliges un point de dégâts à l'ennemi, tous les héros dans sa zone, il attaque tous les héros dans sa zone avec 2 touches. Voilà, donc 2 touches automatiques contre tous les héros qui sont dans sa zone. Voilà, donc ce sont les épines, hein, il est touché, paf, il envoie des épines quand il est touché. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour la lecture d'une feuille de comportement de méchants. Voilà, ils ont à peu près tous la même chose, donc il y en a qui ont des pouvoirs, il y en a qui ont des charges magiques qu'ils peuvent utiliser, voilà, bon, en fonction de leur emplacement, c'est à toi de gérer, si tu veux qu'ils t'attaquent au corps à corps ou à distance, voilà, il y a toute une stratégie à mettre en place par rapport à ça. Donc ça c'est la pioche ennemie. Je pars un peu dans tous les sens, mais bon, comme ça me permet en fait en même temps que je parle, de gérer plein de petites choses en parallèle. Du coup, on va quand même prendre les figurines adéquates, parce que, hop et hop, donc on a les 2 diablotins verts. Alors attendez, 2 diablotins verts et les 2 diablotins bleus. Alors, diablotins bleus, où est-ce que je les ai rangés, moi? Oups, c'est le bazar là-dedans, là. Alors, diablotins bleus, ils sont là, je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans, mais ils sont là. Voilà, tac, tac, hop là. Voilà, donc ça, tu les mets pas. Voilà. Hop, ils sont là-dedans, ils sont là, tac, ils sont prêts à apparaître, tu les mets ici, voilà, comme ça, au moins, ils ne gênent plus. Après, on va faire la pioche d'événements. La pioche d'événements, tu vas, du coup, de nouveau chercher dans ton range carte. Alors moi, j'ai l'insert les événements. Donc là, c'est les cartes pièges, c'est pas les événements, les cartes pièges, c'est important à voir. Les cartes pièges, dès que tu vas ouvrir une porte, ou ouvrir un coffre, voilà, une porte, qu'elle soit verrouillée ou non, tu tires une carte piège. Et tu en appliques les effets. Donc il y a les effets pas cool, les effets pas cool, et des fois il n'y a aucun effet. Voilà. Donc ça, c'est des cartes pièges. Cartes pièges, je vais les mettre à côté des ennemis ici. Voilà, c'est encore des trucs pas rigolos qui peuvent se déclencher. Voilà. Hop, je les mets là. Ensuite, j'ai dit qu'on cherchait les cartes événements. Voilà, les cartes événements, elles sont là. Alors les cartes événements, c'est simple, tu as la liste. Hein. Donc on te demande de commencer avec la 5. Donc tu vas chercher là-dedans la carte numéro 5. Donc elles sont numérotées. Hein. La carte numéro 5, elle est où? Elle est là. Après, tu vas mettre... Donc la 5, elle est en jeu. Donc tu la retournes, elle est comme ça. Tu vas avoir la 14. Donc tu cherches la 14, elle est là. Ok, tu vas mélanger la 6 et la 9. Donc tu vas prendre 6 et 9 qui sont là. Tu vas les mélanger. Hop. On va essayer de ne pas les regarder. Hop, tu mélanges. Voilà, donc tu mets la 14 dessus. Après, tu mets la 18. Donc tu vas choper la 18 qui est là. Et après, la 8 et la 11. Alors la 18, c'est celle-là. Et après la 8 et la 11 que tu vas mélanger aussi. Donc, ça c'est 6, 9 mélangés, 14, 6, 9, 18, je les mets comme ça, et 8 et 11 mélangés, je les mets là. Voilà, donc ça c'est ton timer. Ça c'est le timer de jeu. Quand cette pioche elle arrive à la fin, la partie est perdue. Voilà. Je ne sais pas si je l'avais expliqué, mais je vais recommencer. Grosso modo, un événement, si jamais tu n'as pas d'événement dessus, tu le tires, tu le retournes, tu appliques les effets, tu le laisses sur la pioche. Et le tour d'après, si tu as un événement qui était retourné, hop, tu le prends, tu mets la défausse. Donc du coup, en fait, tu n'as pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours, mais tu as 12 tours. Parce que le premier coup, tu vas tirer celle-là, tu vas la résoudre. Le tour suivant, vu qu'elle est retournée dessus, tu vas la mettre dans la défausse. Donc ça te fait 2 tours avec cet événement-là en jeu. Voilà. Et on te dit qu'en jeu, tu mets la nuit. Donc tu résous les effets de la nuit écrits dans les vieilles comptes et tu pivotes en arrière tous les pouvoirs utilisés de 1. Donc ça va pas être actif parce que ça ne s'enclenche que lorsque la nuit tu la tires et lorsque la partie est en cours. Là, vu qu'il est déjà en jeu quand tu arrives, du coup, tu vas juste appliquer les effets de la nuit écrits dans les vieilles comptes et tu regardes que l'effet de la nuit, ce qui est marqué ici, pendant la nuit, chaque attaque exécutée par les héros inflige moins une touche. Donc tes héros sont moins efficaces. Voilà, tant que c'est la nuit, tes héros, ils ont moins une touche. Donc du coup, je vais mettre un petit marqueur ici, là, pour me rappeler que la nuit, mes héros, ils ont une touche en moins, tout simplement. Voilà. On me demande également de placer l'événement narratif 1 et l'événement narratif 2 sur le terrain comme indiqué. Donc c'est marqué ici, je mets l'événement narratif 1 et l'événement narratif 2. Ce sont des cartes événements qui sont comme ça, 1 et 2. Et je les mets sur la carte.
Donc je regarde la carte elle est là. L'événement narratif 1, du coup, lui, il va se mettre ici. Voilà, à l'entrée de la, je pense, de la place du marché. Et l'événement narratif 2, il va se mettre là, dans l'espèce de crypte, ici. Là. Voilà. Donc il va se passer quelque chose, quand tu vas te mettre dessus, il va se passer quelque chose, ça va déclencher des événements, etc., etc. On demande également de mélanger les points de cheminement 3 et 4 et de les placer face cachée dans les lieux A et B. Alors les points de cheminement, c'est quoi? C'est des petits événements narratifs, moins importants que les événements narratifs de base. Alors, 1, 2, 3, voilà, et donc ils sont là, donc là, tu as, hop, 1, 2, 3, 4, les voilà, dans l'ordre, c'est plus sympa. Et ici, on te dit, ben, du coup, après, là, quand tu mets en place la quête, on te donne tous les tokens dont tu as besoin. Toi, on me parle des 2 événements narratifs 1 et 2, et des 4 points de cheminement, 1, 2, 3, 4. Je parlais des ombres et des portes après. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les points de cheminement, bah, du coup, ça te demande de te référer au livre des secrets, à tel ou tel paragraphe. Donc, quand tu arrives au point de cheminement 1, tu vas faire le 1.3. Quand tu vas arriver à l'événement narratif 1, tu vas faire le 1.1 du livre des secrets. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? Là, sur la carte, là, on me dit de mettre le point de cheminement 1 dans la crypte qui est ici au départ. Voilà, donc tous les héros vont commencer de là. Et on me dit de mettre l'élément narratif 2 ici, dans la crypte à la fin, donc qu'est-ce qu'il y a? C'est là, voilà, là, tac, ici. Et les 3 et 4, on me dit de les mélanger, donc je les prends, je les mélange. Et on les met à l'emplacement A et B sur le truc, donc A c'est ici, B c'est ici. Donc moi, vu que ma carte elle est inversée par rapport à moi, A ça va être là, et B ça va être avec le baril là-bas. Donc je mets celui-là ici et celui-là là. Donc je ne sais pas ce que c'est, je les verrai le moment venu quand je retournerai les cartes. On voit également, ça va un peu dans tous les sens, mais bon, on voit également sur les plateaux de jeu là, des petites bottes. Donc ça indique que ce sont des zones difficiles à parcourir. Donc ça te coûte 2 de mouvement pour rentrer dedans. Tes personnages, ils ont généralement 3 de mouvement. Je crois que 5 pour Shae, la voleuse, et 4 peut-être pour Simaria, la chamane, de mémoire. Sinon, ils ont tous 3 de mouvement, donc pour entrer dedans, il te faut 2 de mouvement. Voilà, donc si jamais tu es là, donc eux, les ennemis ne sont pas sujets aux obstacles. Son épée est tordue à lui. Mais du coup, pour rentrer dedans, Icarus, ici, s'il veut rentrer dedans, il fait 1, 2, il rentre dedans. Voilà. Et 3 de mouvement pour aller ici. Par contre, s'il est là, je fais 1, 2, 3, j'ai plus de mouvement. À moins que j'utilise une action spéciale pour gagner un mouvement et arriver là. Mais ça, j'expliquerai les actions spéciales tout à l'heure quand on présentera la roue des personnages. Également, du coup, on continue à se référer à ce qu'on voit ici. Donc on a fait la mise en place. On s'aperçoit quand même sur la mise en place, il y a des tas de trucs qui ne sont pas mis en place là. Il nous faut quoi? Un portail de génération ouvert, bouclier. Un portail de génération fermé, éclair. Donc les portails de génération, ça va être là par où vont être générés les ennemis. Quand tu vas me dire générer un ou plusieurs ennemis, ils vont arriver par là. Donc je prends le portail de génération bouclier, je prends le portail de génération éclair, je les mets à un endroit spécifié. Le bouclier, il est là au niveau de la botte, il arrive là. Et le portail éclair, il est là, dans la place du marché, je le mets tout là-bas. Voilà. On me dit qu'il faut une zone de fouille également. Une zone de fouille, c'est ça. Les zones de fouille, qu'est-ce que c'est? Les zones de fouille, hop, ce sont ces tokens, il y en a 4. Voilà, donc ce sont les zones que je peux fouiller, donc c'est une action spéciale de fouille. Je ne peux pas fouiller n'importe où, je ne peux fouiller que là où il y a les tokens de fouille. Donc je ne pourrais fouiller que cette zone-ci. Voilà, c'est là où il y a le token de fouille. Donc les tokens de fouille, grosso modo le principe c'est que tu lances un dé rouge et tu appliques le résultat que tu obtiens. Donc des fois tu ne peux rien obtenir, pardon. Des fois, tu peux obtenir quelque chose. Là, une petite bourse, et là, ou sinon, là, tu vas choper un trésor. Là, un piège ou un trésor. Là, un piège ou une bourse. Et là, un trésor ou une bourse. Voilà. Donc, du coup, vu qu'ils sont 4, ce que tu fais, c'est que tu les mélanges et tu ne sais pas sur lequel tu vas tomber. C'est le pif. Donc, tu les mélanges. Voilà. Et une fois que tu les as mélangés, tu en prends un au hasard. Et tu le mets à son emplacement prévu ici. Donc là, c'est là, à côté du portail de génération, la zone de fouille, elle est là-bas. Voilà. Les autres tu en as plus besoin, tu la mets dans la boîte. Dans la même façon, tu as des coffres. Donc quand tu vas ouvrir un coffre, tu vas tirer au pif un de ces trois tokens de coffre pour savoir ce que tu trouves dans ton coffre. Donc soit tu trouves 100 pièces d'or, soit tu trouves 2 trésors, soit tu trouves un trésor. Voilà. Mais ça, à chaque fois, tu le pioches. Un trésor. Pareil, quand on dit que tu allais choper une petite bourse,
tu as des petites bourses qui sont là avec des petites différentes valeurs, 20 pièces d'or, trésor, voilà, 50 pièces d'or. Dès qu'on te dit, voilà, ramasser la bourse, ben, tu vas ramasser cette petite bourse et voir ce qu'il y a dedans. Après, une fois que tu l'as ramassée, tu la remets dans le paquet des petites bourses pour pouvoir le coup d'après tirer une petite bourse et voir ce que tu gagnes, tout simplement. Une petite bourse, je vais les mettre là, voilà, hop. Les trésors, je vais les mettre là, voilà, comme ça, hop, tac, voilà. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'il nous faut un coffre. Donc les coffres, alors soit il y a des tokens, dans le jeu de base, des tokens qui représentent les coffres. Moi j'ai acheté l'extension avec les portes ouvertes, fermées. Voilà. Donc ça c'est les portes verrouillées. Et ça c'est des portes normales, ça c'est les portes verrouillées. Et puis voilà, ça rajoute de la 3D, c'est sympa. Donc le coffre, on te dit qu'il va ici. Donc le coffre, il va là, dans cette chope-là. Il a une petite porte verrouillée qui est là devant lui. Et là, il y a deux portes vertes, c'est les portes fermées. Donc il y en a une qui est ici, porte fermée, et une autre qui est au départ ici. Voilà. Alors les portes fermées, elles sont fermées parce qu'elles sont fermées. Tu les ouvres en disant une action gratuite. Les portes verrouillées, il n'y a rien de particulier, c'est juste que ça utilise une action spéciale pour l'ouvrir. Voilà. Une action spéciale, c'est limité en tours, limité en nombre par tour, donc généralement tu en as une au début du jeu, peut-être qu'à la fin tu en as 2, 3 peut-être maximum, ça dépend des personnages en fait, de leur évolution. Les portes, les actions gratuites, tu peux en faire autant que tu veux, c'est gratuit, tu peux enchaîner les actions gratuites, il n'y a pas de souci pour les actions gratuites, on n'a pas des masses d'actions gratuites de possibles. Comme action gratuite, tu as ouvrir une porte, ramasser un objet ou fuir un combat, voilà, ce sont tes actions gratuites que tu peux faire. Ok, ensuite, on nous dit qu'il nous faut quoi? Un sanctuaire actif, un sanctuaire inactif. Donc le sanctuaire, c'est là où tu vas pouvoir revenir à la vie si jamais tu meurs. Donc tu as un sanctuaire actif dans la zone de départ qui est ici. Voilà, donc si jamais tes personnages meurent, ils reviennent ici. Et un sanctuaire inactif, donc tu le mets de son côté actif, de son côté inactif. Il va être sur la carte ici, à côté du point cheminement 2, donc c'est-à-dire là-bas. Hop, donc du coup, lui va s'activer quand tu vas rentrer dans la zone. Hop, il va devenir actif et tu vas pouvoir t'en servir. On a quasiment fini la mise en place, il nous reste les fameuses ombres, ce qu'on appelle les ombres. Alors les ombres, on va piocher, on va d'abord générer une réserve d'ombres, on est 2 à 3 héros, donc on fait une partie entre 2 et 3, on va piocher un nombre citoyen, alors les ombres c'est ça, ce sont ces petits jetons-là, petits jetons ombres en fait, qui fait que lorsque tu vas passer sur la carte, si jamais tu es à portée du nombre et à portée en ligne de vue du nombre, si jamais il y a un qui bloque ta ligne de vue, tu vas la retourner et voir un peu ce qui va être généré comme ennemi ou pas, parce que des fois il y a des ennemis et des fois il n'y a pas d'ennemis. Donc on nous dit tout simplement de générer une ombre avec une ombre citoyen, donc tu vas récupérer celle qui est citoyen, tu les retournes là. Donc citoyen, c'est laquelle? C'est celle-ci, voilà. Donc tu as citoyen monsieur, citoyen madame, peu importe. Donc là, il se passe généralement rien quand c'est un citoyen. 4 ombres avec un ennemi, donc tu vois, là tu as un ennemi. Donc tu en prends 4 comme ça, 1, 2, 3, 4. 4 et une ombre avec 2 ennemis. Donc tu as une ombre aussi avec 2 ennemis, qui va générer 2 ennemis d'un coup. Et tu as des ombres en fait qui génèrent des ennemis puissants, un ennemi avec un petit pouvoir qui apparaît. Donc si jamais tu sors un ennemi avec un pouvoir, donc il gagne forcément un pouvoir. Et si jamais tu n'as pas de bol et que tu tires dans la pioche des ennemis un ennemi qui a aussi un pouvoir, cet ennemi va arriver avec 2 pouvoirs. Voilà. Et là du coup ça picote. Donc ça c'est ta réserve d'ombres. Donc les autres tu les prends, tu les remets à leur place dans le truc à token là-bas. Donc tu as une réserve de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ombres. Et on te dit que lorsqu'on est 2 joueurs ou plus, tu mets 5 ombres. Et quand tu es 4 ou plus, tu mets 3 ombres. Donc au total, à 2 joueurs, tu auras 5 ombres. Et à 4 joueurs ou plus, de 2 à 3 joueurs, pardon, voilà, c'est 2 à 3 joueurs, tu as 5 ombres. 4 à 5 joueurs, tu as ça plus ça. C'est pour ça que du coup, la réserve d'ombre est beaucoup plus importante. Du coup, au total, je vais tirer 5 ombres sur ma réserve de 6. Donc du coup, il y a une ombre qui ne servira pas. Je ne sais pas laquelle, donc je mélange. Voilà, je mélange. Je prends une ombre. Hop, celle-là, je l'enlève, je ne la regarde pas, je la remets dans la réserve des ombres parce que je n'en ai plus besoin. Et après, je mets les ombres aux endroits indiqués sur la carte. Ici, on me dit que si je suis 2 joueurs au plus, je mets une ombre ici. Donc je prends une ombre, celle-là, et je la mets ici. Ensuite, là, j'en mets une autre si je suis 4 ou plus. Non, on sera 3 héros, donc j'en mets pas. J'en mets une ici. Donc j'en prends une et je la mets ici. Voilà. Ensuite, on m'a dit d'en mettre une ici, une ici. Voilà, donc juste avant le point de cheminement, j'en mets 2 ici. Et après, on m'a dit d'en mettre une dernière ici, derrière la porte, là-bas. Voilà. Ok.
Et après, on arrive au point de cheminement, on a fait la réserve d'ombre, on est bon. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est dès que je vais rentrer en ligne de vue de cette case-là, je vais révéler l'ombre. Alors, les lignes de vue, c'est simple, hein, tu verras que les zones sont réparties, elles sont repérées par des croix. Voilà, donc là, tu as une zone. Là, tu as une zone. Là, tu as une zone avec la croix qui est ici. Ah, vous ne voyez pas. Là, tu as une zone avec la croix qui est ici. Là, ici, là, tu as plusieurs zones. Tu en as une ici. Donc, tu arrives à les repérer, une ici, une comme ça, tu as une comme ça. Voilà. Et après, pour savoir si ça porte ou pas, en termes de ligne de vue, bah, tu traces un trait entre les différentes croix. Typiquement, entre celle-là et celle-là, tu vois que tu as une ligne de vue parce que rien ne sépare. Entre celle-là et celle-là, tu as une ligne de vue. Même si ça frôle le mur ici, c'est bon. Entre celle-là et celle-là, avec le reflet, fais voir, entre celle-là et celle-là, ça passe. Là, pareil, tu as une ligne de vue plein beau ici. Entre celle-là et celle-là, par exemple. Donc, tu vois, là, par exemple, en ouvrant la porte, là, le personnage qui sera ici n'a pas de ligne de vue sur ce qui se passe là. Donc, il ne voit pas ce qui se passe. Entre celle-là et celle-là. Tu vois que tu passes ici par le trait noir. Donc, ça te bloque ta ligne de vue. Donc, en ouvrant la porte, si un personnage est là, on ouvre la porte, ça ne donne pas accès à ça. Est-ce que tu as un accès sur celle-là? Tu regardes. De là à là. Alors non, de là à là, tu as un accès. Non, ça frôle ici, donc je ne pense pas que ça passe. Cependant, la ligne de vue, de toute façon, dans tous les cas, sera obstruée par celui qui est là. Et puis 1, 2, 3, 4. De toute façon, tu as une ligne de vue maximum de 4 cases. De 5 cases, pardon. C'est 5 cases la ligne de vue, mais là, du coup, là, ça ne passe pas. Parce qu'en fait, là, ton trait, là, frôle le bord de la truc, donc ça passe pas. Tu vois, si tu es de là à de là, par exemple, là, tu es carrément hors terrain, donc là, c'est sûr que tu n'as pas de ligne de vue. Les lignes de vue sont également obstruées par les ennemis. Si jamais tu as un personnage comme ça, un monstre comme ça, et un personnage ici, là, le personnage, là, hop, ça a coupé. Le personnage, là, on ne va pas révéler l'ombre qui est ici, parce que j'ai un ennemi qui obstrue la vue. Voilà. Tout simplement. Que vous dire de plus? C'est ben qu'on a fait à peu près le tour, je pense, des présentations. On a parlé un peu rapidement des lignes de vue, rapidement des contrôles, des contrôles et des dominations. Il va être temps de... donc ça, je vais le mettre de côté, c'est mon livre des ombres, des comptes. On va récupérer... Ah non, c'est important ça. Oups là. J'ai défait mon truc. Ça, c'est important. C'est ça. Là, c'est les trésors. Les trésors sont les loots qu'on va gagner au fur et à mesure de la partie. Quand on me dit pioche une carte trésor, ben, je vais les prendre de là, tout simplement. Voilà. Donc là, il n'y a pas trop d'embrouille, tu les prends de là. On a également ce qu'on appelle la planque. La planque, c'est l'équipement accessible à tous les personnages gratuitement. Voilà. Quand on dit bah, allez chercher un équipement dans la planque, bah, tu vas les prendre là-dedans. Donc tu as différents équipements, des armures de cuir. Alors, typiquement, là, c'est interdit aux mages, mais tout le monde peut les porter sauf les mages. Là, uniquement les personnages de type foi ou de type force. Donc c'est l'S de strength en anglais, force. Hein, voilà, ça n'a pas été, les pictogrammes n'ont pas été repris. Faut faire attention, c'est pas le F de force, c'est le F de foi. La dextérité, tu vois, donc des personnes qui peuvent tout porter. Là, tout le monde peut porter sauf la foi et force, tu vois. Le bâton, voilà. Donc tu as différents équipements que peuvent porter les personnages de base, enfin l'équipement de base que peuvent porter les personnages. Et après, tu as ce qu'on appelle l'Imperium. L'Imperium, c'est le marché. Quand on te dit en début de scénario, vous pouvez aller à l'Imperium pour faire des achats, ben c'est dans ces cartes-là que tu vas acheter des trucs. Donc voilà, donc tu peux acheter des masses, tu peux acheter des armes plus puissantes. Et tu peux acheter également des potions. Potions de soins, potions des dégâts, des objets de lancer. Des grenades. Voilà, potions de soins, enfin voilà. Acheter moult et moult potions en fonction de ce qu'on te dit. Mais ça, on te le dit en début de scénario, vous pouvez aller
vous pouvez aller à l'Imperium. Là, ce qui n'est pas le cas dans ce prologue. Si c'est pas indiqué, tu n'y vas pas. Voilà, si c'est indiqué, tu peux y aller, tu vas. Si c'est pas indiqué, c'est tu n'y vas pas. Ensuite, là, c'est l'événement restant. Ça, c'est quoi? Des objets. Là, ce sont les talents. Et du coup, on va passer maintenant... je pense qu'on a fait le tour pour cette présentation. Il est temps de passer, du coup... Je vais faire une pause dans la vidéo. Ça fait une petite demi-heure que je blablate. Parce que du coup, je ne vais pas refaire la présentation de mise en place à chaque partie. Hein, je l'ai fait une fois, on n'en parle plus. Maintenant, on va passer à la présentation des personnages et voir un peu ce qu'on va choisir comme équipe. Pour partir, l'équipe 1, l'équipe 2 ou l'équipe 3. Voilà, soit on part sur le classique, soit j'essaye des nouveaux personnages, je vais voir. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite, ou tout à l'heure par rapport à quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas trop, pour la présentation de la première équipe. Des bisous!